Et c'est le Vendée Globe. Nous sommes par téléphone avec Claude Aymar. Claude Aymar, bonjour. Vous êtes journaliste chez France Télévisions. Vous suivez au plus près cette 8e édition du Vendée Globe. Merci de répondre à nos questions sur i24 News. Alors, vous étiez sur place au moment du départ. Comment c'était l'ambiance au Sables d'Olonne? C'était un événement majeur. Cette saison, il y avait plus de 350 000 spectateurs qui étaient venus assister au départ de la course. Et c'est d'ailleurs le prince Albert de Monaco qui a donné le coup d'envoi. Claude Aymar, racontez-nous tout. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Effectivement, chaque année, non, tous les 4 ans, le départ du Vendée Globe, c'est une fête incroyable avec énormément de monde sur les pontons. Vous l'avez dit, il y a plus de 350 000 personnes qui sont passées sur les pontons avant ou le jour du départ du Vendée Globe. Et puis sur l'eau, des milliers d'embarcations qui suivent. C'est le début de cette course qui va partir pour 3 mois à peu près, mais des milliers d'embarcations d'amateurs qui viennent là pour saluer, pour suivre un petit moment ces grands bateaux, mais qui vont quand même beaucoup plus vite que même les bateaux à moteur. Donc voilà, c'est la fête de la voile, le départ du Vendée Globe tous les 4 ans, oui, au Sables d'Olonne. Alors justement, ça vient de débuter, et pourtant l'Espagnol Didac Costa a dû faire demi-tour après avoir décelé une voie d'eau et un problème électronique à bord de son IMOCA. Que s'est-il passé, Claude ? Oui, mais effectivement, vous savez, on parle souvent du Vendée Globe, la difficulté du Vendée Globe, les mers du Sud, etc., la descente de l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. Mais le golfe de Gascogne, c'est-à-dire dès le départ des Sables d'Olonne, c'est toujours redouté par tous les marins qui font hyper attention. Et effectivement, le skipper espagnol est rentré victime d'une voie d'eau, d'un problème électrique. Alors, on va pas dire qu'il n'était pas prêt parce que tous les skippers sont prêts, mais ça arrive, c'est de la mécanique, un bateau, ça arrive que ça casse ou l'électronique qui tombe en panne au mauvais moment. Il avait dû tout vérifier, bien sûr, tout fonctionnait. Il est rentré, mais il va repartir. On se rappelle qu'il y a 8 ans, Michel Desjoyaux avait cassé quasiment dès le départ, il était rentré. Il avait perdu très vite quelques jours il avait pris quelques jours de retard sur les autres skippers, et puis finalement il était revenu comme une balle et il l'avait emporté. Donc voilà, tout est permis, même si Didac Costa n'est pas l'un des favoris du Vendée Globe. Alors justement, Claude Aymar, comment se profile cette édition et qui sont selon vous les grands favoris parmi les 29 skippers? On parle beaucoup du français Armel de Lecléache, d'ailleurs qui est en tête de la course. Oui. Oui, vous savez, alors voilà, Armel est parmi les 3 premiers. Je crois que c'est au dernier point, c'était Alex Thompson, le Britannique, qui était en tête. Hier soir, c'était Sébastien Josse. Ce sont les favoris, voilà. Josse, Vincent Rioux, vainqueur en 2004. Alex Thompson, Jean-Pierre Dick, Armel Lecléache, vous l'avez dit, sont les favoris de ce Vendée Globe. Vous savez, cette année, la nouveauté, Valérie, c'est que 7 bateaux ont des foils. Ce sont ces petites ailes qui sont sur les côtés et qui permettent aux bateaux d'aller un petit peu plus vite, c'est-à-dire de surfer un peu sur l'eau et de soulager la coque. Donc les bateaux vont un peu plus vite. Et pour l'instant, sur les 7 bateaux, 6 sont parmi les 7 premiers. Donc vous voyez, ça va se jouer à très peu. Ça va aller très très vite. Est-ce que le record de 78 jours, 2 heures, 16 minutes de François Gabard il y a 4 ans sera battu? C'est possible. En tout cas, voilà, les favoris, pour revenir à votre question, c'est Josse, Lagravière également, Morgane Lagravière, ce bateau safran, Alex Thompson, Jean-Pierre Dick, Armel Lecléache, bien sûr, Jérémy Béliou aussi, qui a gagné pas mal de courses, notamment du Figaro. Merci beaucoup Claude Aymar d'être intervenu sur notre antenne. On va passer tout de suite au tennis avec vous, Samuel Calvo et Andy Murray, numéro 1 mondial et qui a brillé hier soir en finale. Il a brillé, oui, à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. John Isner, face à lui, 27e mondial, a logiquement succombé aux attaques du nouveau numéro 1 mondial. Mais il faut dire que la tâche n'a pas été simple pour le Britannique. Pourtant, dans la meilleure forme de toute sa carrière, il lui aura fallu 3 sets très serrés, 6-3, 6-7, 6-4 pour se défaire du géant américain de 2,8 m. Alors c'est le 8e titre de la saison pour l'Écossais qui reste sur une série de 19 matchs gagnés. Attention tout de même, du 13 au 20 novembre pour les Masters de Londres. Andy Murray devra se battre s'il veut conserver son classement mondial. Allez, on l'écoute. J'avais l'impression de jouer de mieux en mieux au fur et à mesure que la semaine avançait, mais ce match a été incroyablement difficile. J'ai réussi à m'en sortir dans le 3e set, mais ça a bien failli mal tourner. Je suis ravi de gagner pour la première fois ici.
Je voulais terminer l'année le mieux possible. Ce n'est pas fini, mais pour l'instant, tout se passe bien. Mais je veux vraiment jouer mon meilleur tennis pour les Masters à Londres. Je n'y suis pas parvenu les années précédentes. Et la ville de Paris qui est très sportive. En ce moment, on vient de parler tennis, on parle maintenant football avec Paris. Tout à fait, avec une 12e journée de Ligue 1 parfaite pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont commencé par apprendre la défaite de surprise du leader de Ligue 1 Nice à Caen 1-0. Ils ont ensuite battu sèchement le Stade Rennais à domicile 4-0 et c'est Gelson Fernandez qui à la 31e minute ouvre la voie avec un but contre son camp. Alors avec cette victoire, le club de la capitale comble de moitié son retard sur le leader du championnat. Le seul point noir peut-être de cette rencontre, c'est la blessure de Edison Cavani à la cuisse. Merci beaucoup Samuel Calvoil et restez avec nous. Dans quelques instants, les droits de la femme toujours bafoués en Afghanistan, inégalité salariale au Japon, des gouverneurs qui se mettent dans la peau de femmes enceintes pour ressentir la pénibilité de la grossesse et en France, certaines femmes parlementaires sont encore victimes de violences verbales. Vous allez le voir, alors restez là, on parle de sexisme dans quelques minutes.